Bonjour, bonjour à tous et à toutes. La dyscalculie, tout le monde sait le définir, mais personne ne sait le expliquer. Et donc c'est ça un peu le cadre de cette présentation. Donc pour comprendre la dyscalculie, moi je pars de l'idée de déjà comprendre comment les gens, les enfants, apprennent à comprendre les nombres et apprennent à calculer. Quels sont les facteurs qui sont importants, qui déterminent leur réussite de parler, de réussir les maths. Alors moi, c'est la côté gauche qui manque. Donc les capacités à comprendre les nombres et à maîtriser les bases mathématiques sont des compétences multifactorielles. On a déjà vu, Claire en a parlé, il y a des compétences qui sont plutôt spécifiques à la domaine des mathématiques, comme l'acuité du sens du nombre, donc c'est une capacité proto-mathématique dont je vais parler tout à l'heure, la capacité du système de traçage d'objets, je vais en parler aussi, la connaissance des symboles, il manque un S, le comptage, l'ordinalité, et on a d'autres. Pardon ? Oui. À part ça, on a des processus généraux de la domaine, donc quand ils sortent de la domaine des mathématiques, qui sont translationnels. Par exemple, le plus important, c'est l'intelligence. Bon, il y a des enfants qui sont plus intelligents que d'autres, voilà, comme nous tous. Mémoire de travail, et il y en a deux façons, verbale et spatiale. La rapidité de traitement de l'information, il y en a des plus rapides et des moins rapides, ou encore l'inhibition. Donc ça peut être l'inhibition d'une réponse qui était programmée, et aussi la capacité de supprimer des stimuli qui ne sont pas pertinents dans un contexte actuel. Donc ça, c'est un peu les deux grandes familles des facteurs qui déterminent la réussite en mathématiques. Et si on fait un zoom sur les capacités plus spécifique à la domaine des mathématiques, on commence par les nombres. Et le nombre, ça a été conçu comme modèle qui peuvent être représentés dans trois sortes de codes, sortes de formes dans le cerveau, dans l'esprit. Il y a un module qui est plutôt le module du sens, de la sémantique, et qui parle du fait qu'on a deux systèmes, un système de traçage d'objets qui nous permet de tracer des objets dans l'espace en parallèle, et c'est limité en capacité. Donc on peut suivre 3, peut-être 4 objets en parallèle dans l'espace, et cette capacité-là a été proposée comme une base fondamentale pour apprendre l'idée de nombre, de quantité. Il y a un deuxième système, le système approximatif de nombre, qui est impliqué lorsqu'on doit approximativement estimer le nombre d'objets dans un ensemble. Et sur les deux, sur la sémantique des nombres, on va dire, on a aussi développé l'idée dans le domaine de cognition mathématique que cette cardinalité d'un nombre, c'est représenté dans l'espace. Donc une sorte de ligne mentale numérique qui est pour nous qui écrivent de gauche à droite, qui est orientée de gauche à droite avec les plus petits chiffres et nombres à gauche et le plus grand nombre à droite. Donc là, l'idée de spatialisation est très importante. Comment on peut savoir ça? Donc ça, c'est un concept que nous avons développé en sciences cognitives, mais on ne peut pas l'observer comme ça. Donc on a développé des petits tests, des petits paradigmes, et en fonction de performances qu'on observe dans ces paradigmes-là, on peut déduire que l'espace a un rôle primordial et très important pour comprendre et pour représenter les nombres. Donc ça, c'est un point important sur lequel je vais insister à plusieurs reprises dans cette présentation. L'espace est une dimension qui est importante pour représenter les nombres. À part la sémantique des nombres, on a aussi un module phonologique qui nous permet de parler et d'entendre les nombres, voilà, qui produire et recevoir, et un module de forme visuelle qui nous permet de lire les nombres. Donc ça, si on voit les chiffres, voilà, c'est cet module qui se met en route, met en activité pour fournir l'information à d'autres systèmes.
Donc ça, c'est le système, le modèle avec lequel on a travaillé. Et récemment, il y a eu l'idée que bon, ce système approximatif, ça n'a pas grand sens lorsqu'on parle des nombres qui sont assez précis quand même. Parce que 1, ça veut dire 1 et pas à peu près 1. Et 2, ça veut dire 2 et pas à peu près 2. Donc, on a développé l'idée que peut-être il y a un système en parallèle qui se développe lors de l'apprentissage de l'enfant, ce qui est un système symbolique et qui est très exact. Donc à droite, vous avez des petites gaussiennes qui sont placées sur la ligne mentale numérique. Ça veut dire qu'il y a, lorsqu'on voit des quantités, 2, 3, il y a un petit bruit dans ce système. Voilà, c'est ça la petite gaussienne. À gauche, vous avez des petits traits. Donc 1, ça veut dire 1, et 2, ça veut dire qu'il n'y a pas il ne se chevauche pas. Donc la représentation de ces cardinalités, des nombres, est très exacte. Et ça, c'est un système qui se développe lors de l'apprentissage de l'enfant à l'école, et qui est aussi lié au fait que l'enfant puisse compter. Et là, on a travaillé avec Arnaud Rouge au LabCD et soutenu par Nathan, sur un test qui essaye de cibler les principes qu'on a identifiés qui sont importants pour le comptage, pour expliquer, lorsqu'un enfant n'apprend pas très bien à compter ou a des difficultés, est-ce que c'est peut-être un de ces principes que nous, les scientifiques cognitifs, ont identifié? Est-ce que c'est peut-être un de ces principes qui n'est pas très bien compris? Il y en a 5 principes là, par exemple la correspondance terme à terme ou la suite stable, c'est-à-dire la suite stable c'est 1, 2, 3, 4, et c'est pas 1, 3, 2, 4. Voilà, donc c'est la suite stable, c'est très important. Il y a l'indifférence de l'ordre, c'est peu importe dans quel ordre je compte les objets, le résultat est toujours le même. Un autre principe, c'est l'abstraction, je peux compter n'importe quoi. Et ce n'est pas important que je mélange des objets, je peux toujours arriver à énumérer un ensemble. Donc, on a travaillé sur un test qui cible ces principes un par un pour identifier est-ce que peut-être un de ces principes n'est pas encore compris par un enfant qui a des difficultés de compter. Donc, voilà. Donc ça, c'est un peu le cadre de la compréhension des nombres. Et sur ces cadres-là, il y avait 2 hypothèses qui ont été présentées pour expliquer la dyscalculie. Donc, une de ces hypothèses, c'est le core deficit. Donc, ça cible le système approximatif de nombres qui aurait peut-être un peu moins d'acuité, qui était un peu plus flou chez certains enfants. Et c'est à cause de ça, parce que ce système-là, ça aide les enfants comme base sur laquelle ils se basent pour apprendre les chiffres, les nombres. Donc si on a un déficit dans ce module-là, peut-être ça empêche l'apprentissage du système symbolique et tout ce qui suit après. Une deuxième hypothèse était qu'il y a un système, il y a un déficit d'accès. Donc ce système-là, il est bien là, mais on n'arrive pas à l'accéder très bien. On n'arrive pas à faire le lien entre le système symbolique et le système approximatif. Donc les chiffres, ça reste abstrait, ça reste des entités sans sens. Ils ne sont pas connectés à quelque chose de concret. Donc ils ont du mal à obtenir leur sémantique, on va dire. Donc un système déficit d'accès. Mais pour l'instant, on ne sait pas, c'est l'un ou l'autre, on ne sait pas. On ne sait pas d'où ça vient. Et lorsqu'on parle des facteurs qui déterminent la réussite en mathématiques, bien entendu, on a aussi déjà entendu ça, il y a des facteurs qui sont qui vont au-delà de la domaine du mathématique. Par exemple, le mémoire de travail. Et là, on peut différencier entre le mémoire de travail verbal, lorsque je répète dans ma tête un chiffre, un PIN ou un code, ou le mémoire de travail visuel, lorsque je retiens en mémoire temporelle la position des objets dans l'espace. Après, il y a l'ordinalité, dans quel ordre les objets interviennent dans l'espace, dans le temps, qui a été démontré pour être important pour la réussite en mathématiques. Bien sûr, on a aussi un axe émotionnel, l'anxiété, on en a déjà entendu. L'anxiété mathématique,
doit être différencié entre mathématiques, enfin anxiété de sujet et anxiété de performance. Là déjà, on a deux facettes qu'il faut distinguer. Le raisonnement spatial, parce que j'ai bien insisté sur le fait que l'espace est très important pour représenter la cardinalité, le nombre. Donc là, on a des transformations spatiales qui ont été démontrées pour prédire la réussite en mathématiques, la projection de quelque chose sur l'espace, l'attention visuelle, spatiale et exécutive, et finalement intelligence. Là, on peut aussi distinguer intelligence verbale, spatiale ou générale. Et on a d'autres. Donc tout ça sont des facteurs qui interviennent, qui sont importants pour un enfant apprenne bien les mathématiques. Maintenant, nous, on s'est intéressé déjà lesquels de ces facteurs sont vraiment importants et dans quel contexte. Donc on a étudié, dans une petite étude avec 450 enfants, on leur a fait passer des tests d'arithmétique non symbolique où ils devaient, par exemple, halluciner des nuages de points. Là, on voit à gauche qu'il y a des nuages de points qui disparaissent derrière un objet. Et puis après, l'enfant doit juger est-ce qu'il y a plus d'objets derrière cette petite carré gris ou à droite. Dans une deuxième condition, il y a la soustraction. Donc, il y a une grosse quantité qui disparaît derrière cet objet. Il y a une petite quantité qui en ressort. Et à la fin, il faut toujours comparer est-ce qu'il y a plus d'objets derrière cet objet ou à droite. Donc là, c'est arithmétique non symbolique. À droite, on a aussi testé l'arithmétique symbolique avec des enfants qui savaient encore déjà le faire. Et on a testé plusieurs facettes de l'inhibition qui étaient pensées d'être importantes. On a testé la capacité d'inhiber une réponse qui était programmée au dernier moment, de ne pas appuyer sur un bouton. On a testé la capacité de filtrer des stimuli, parce que l'enfant devait juger l'orientation du poisson au milieu. Et des fois, c'est congruent avec les poissons qui l'entourent, et des fois, c'est incongruent avec les poissons qui l'entourent. Donc là, un petit conflit qu'il faut résoudre. Ou encore, il fallait nommer, il fallait pointer sur la même forme en petit qui est présentée en grand. Donc là, un petit conflit de couleurs, parce que la couleur peut être congruente avec la forme qui doit être indiquée ou pas. Donc on a testé ça avec des enfants et on a, pour comprendre à quel moment, quelles de ces capacités sont vraiment importantes. Voilà. Et ce qu'on a trouvé, c'est avec nos hypothèses qu'on avait en tête, que c'est un cible qui bouge, parce que les enfants, ils apprennent au fur et à mesure de faire plus de choses. Et on avait l'idée que, bon, au début, c'est plutôt visuel, le mémoire visuo-spatiale qui est important, et la comparaison des quantités. Et puis après, plus les enfants avancent, à 7 ans, ils ont peut-être plus besoin d'inhibition parce qu'ils ont déjà appris quelques notions qui sont plus importantes. Bref, ça, c'était nos hypothèses. Mais ce qu'on a trouvé, c'est ça, qu'à l'âge de 3 ans, c'est plutôt les capacités proto-mathématiques qui étaient importantes, donc la comparaison des quantités. À l'âge de 5 ans, on a le mémoire visuo-spatial et l'addition approximative avec les nuages de points, ou la comparaison des quantités. Et à l'âge de 7 ans, c'est les deux derniers, et le mémoire visuo-spatial disparaît. Donc on ne parle plus d'inhibition. L'inhibition là, ça intervient pas trop. Et on s'est posé la question, mais pourquoi? Quelle est la structure de l'inhibition? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et dans la psychologie, on a l'idée qu'on a des tests qui ciblent, qui peuvent nous être un indicateur pour un facteur sous-jacent. On appelle les variables latentes. Et on peut se demander, mais quelle est la structure de cette idée, cette variable latente? Et à droite, on a deux possibilités. Soit l'inhibition, c'est une capacité unie, donc il y a un seul type d'inhibition. On peut aussi imaginer que l'inhibition, ça se distingue entre inhibition de réponse, suppression de distracteurs.
Ok, c'est une autre hypothèse. Et la troisième hypothèse, c'est, bon, il n'y a rien de tout ça, et c'est chacun pour soi. Et ce qu'on a trouvé, c'est la dernière. Donc chacun pour soi. Il n'y a pas vraiment des variables latentes qui sous-tendent cette capacité d'inhibition. Donc l'inhibition chez les enfants que nous avons testés là, ce n'est pas un facteur qui est très homogène, mais c'est vraiment, ça dépend de la tâche qu'on utilise pour tester ces types de facteurs. Donc c'est plutôt intéressant pour les psychologues qui parlent toujours de l'inhibition, mais sans vraiment prendre en compte que, bon, il y a peut-être plusieurs types, et sans prendre en compte que les tâches qu'on utilise pour tester ça, bah, c'est pas toujours, ça cible pas toujours le même facteur. Après, on s'est demandé, mais ok, quelle de ces tâches-là peut expliquer l'arithmétique symbolique à l'âge de 5 ou non symbolique à l'âge de 5 et 7 ans. Et on a trouvé que c'est plutôt l'inhibition d'une réponse précoce, enfin planifiée, qui joue. Donc là, c'était étonnant parce qu'on ne s'est pas attendu à ça. Mais c'est la capacité d'inhiber une réponse qui était programmée au dernier moment, qui est corrélée avec la réussite en mathématiques symboliques. OK. Donc visiblement, là, il y a un truc à jouer sur l'inhibition des réponses planifiées. Ça, c'est des enfants qu'on a testés pour comprendre quels sont les facteurs et les capacités qui sont importantes lorsqu'ils apprennent les mathématiques. Et en parallèle, j'étais en contact avec une petite start-up, enfin, c'est plus très petite, mais c'est une start-up, qui voulait proposer un petit logiciel pour améliorer, pour accompagner l'apprentissage des mathématiques. Il s'appelle Evidence P, et le module que j'ai conçu avec eux, ça s'intègre dans l'Adaptive Math, ils appellent ça. Et c'est un module qui cible les enfants de 5-6 ans qui commencent à apprendre les nombres. Et donc là, moi j'ai inclus dans ces modules les notions que je trouvais importantes à ce moment-là. Et c'était les intuitions proto-mathématiques, donc tout ce qui est comparaison des nuages de points ou addition, soustraction des nuages de points, donc des proto-mathématiques. La maîtrise des symboles, plus, moins, égal, et aussi des chiffres. Inhibition, voilà, une capacité qui dépasse le domaine des mathématiques. La maîtrise des nombres et la spatialisation. Donc j'ai inclus dans ce module-là des tâches de proto-mathématiques où il fallait, sans compter, cliquer sur l'image avec le plus de points. Et bon, c'est à droite à chaque fois. Mais comme vous voyez, dans la première ligne, la plus grosse quantité a aussi des plus grands points. Voilà. Donc tous ces deux facteurs, la taille des points individuels et la quantité de l'ensemble, pointent vers la droite. Dans la ligne en bas, la quantité la plus petite à gauche a des points individuels plus grands. Donc là, j'ai inclus ça pour dire, bon, bah, cette taille de points individuels, ça peut interférer avec la réponse et peut-être c'est judicieux de jouer sur cette capacité d'inhiber. Donc au début, tout est congruent et au fur et à mesure, on introduit de plus en plus de facteurs qui sont incongruents pour pour entraîner l'enfant d'inhiber tout ce qui n'est pas pertinent pour la tâche, tout ce qui n'est pas cardinalité. Donc c'était ça l'idée. Après, on a aussi l'idée de spatialisation, la ligne mentale numérique ou la ligne numérique, où il fallait cliquer au bon endroit pour placer 9 sous la ligne. Et lorsqu'ils ont fait leur petit choix, ils ont eu un feedback de dire oui, ça c'est exactement là où il fallait la placer, ou c'était ailleurs. Donc c'est aussi un processus de projeter une cardinalité, un nombre, sur une dimension spatiale. Et bien aussi, là, au fur et à mesure, les nombres devenaient plus grands. Il y a moins de repères parce que là, on voit qu'au milieu, il y a le 5 qui va disparaître. Donc, au fur et à mesure, on va rendre cette tâche plus difficile pour l'enfant. Enfin, ça, c'est l'avantage d'avoir un module comme ça. Qu'on puisse faire ça en fonction des capacités et de la performance de l'enfant. Voilà.
On essaye de toujours être dans la zone optimale de progression. Et puis, on a inclus aussi une petite exercice pour la connaissance des nombres, où il fallait, les enfants, ils voyaient en bas une ligne, une représentation de 5 objets, et un cible de 10, il fallait remplir la ligne pour arriver à 10. Donc là, l'enfant a glissé 4, donc ça ne suffit pas. Donc c'est pour ça qu'il y a le feedback bas, essaye encore. Pour arriver à 10, qu'est-ce qu'il faut ajouter à 5? Il faut ajouter 5. Et là aussi, en fur et à mesure, on a rendu la tâche de plus en plus abstraite. On a introduit d'abord les symboles qui sont affichés à côté des quantités. Et puis, on a aussi enlevé en fur et à mesure les indices, les vraies quantités qu'on voyait d'objets sur l'écran. Donc là, on a juste une quantité abstraite entre 5 et 13 qu'il faut ajouter pour arriver à un certain cible. Donc là aussi, on essaye d'aller de concret à l'abstrait. Finalement, on a eu l'idée aussi d'entraîner les enfants sur la connaissance des nombres. Et là aussi, on a joué un peu avec ce qu'on a sous la main. Sous la main, c'est-à-dire la taille des chiffres, parce qu'on sait que ça peut aussi introduire un petit biais. Et là ici, c'est congruent. La 19, c'est plus grand, donc c'est aussi le plus grande taille. Et là, le 5 est le plus petit, mais c'est écrit en plus grand. Parce que la taille des chiffres, en soi, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc là aussi, on introduit en fur et à mesure des incongruences. Et en faisant ça, on voulait soutenir les enfants qui, en parallèle, faisaient leur activité habituelle à l'école. Mais ça, c'était des activités supplémentaires pour aider l'enfant de comprendre les nombres et le sens du nombre. Actuellement, on est en train de valider, enfin de tester ce module dans un essai contrôlé randomisé. Je n'ai pas encore les résultats. Si ça marche vraiment, je ne sais pas. Donc pour l'instant, on essaye. On a proposé ça. On a, au fur et à mesure, amélioré un peu le module, que ce soit un peu plus joli et plus fun à jouer. Bon, on verra si ça a un effet. Donc, tout ça pour expliquer qu'est-ce que moi, comme chercheur, pense des facteurs qui sont importants. Qu'est-ce que je pense qui détermine la réussite en mathématiques. Et quand je suis en contact avec des praticiens, je rencontre ou je fais l'expérience qu'il y a toujours un petit écart entre les objectifs. Moi, autant que chercheur, j'ai comme objectif principal d'identifier les mécanismes sous-jacents. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, c'est-à-dire, je veux, au niveau du groupe, je veux identifier des principes généraux. Voilà. C'est ça ce qui m'intéresse, c'est ça ce qui me motive d'aller au travail tous les jours. Donc, ça veut dire que je travaille sur les facteurs plutôt abstraits, qu'on ne peut pas observer directement, mais il faut induire à travers des tests qu'on fait, des paradigmes qu'on fait. Et donc les variables d'attente. Pourtant, les praticiens, ils sont plutôt dans une optique d'amélioration de la situation, parce que si on a en face un enfant qui a du mal à compter ou à faire des exercices, bon, c'est ça ce qu'on veut améliorer. Donc on travaille plutôt sur le niveau de l'individu, sur les stratégies individuelles et sur les indicateurs concrets, donc les énoncés de mots ou des problèmes. On travaille sur des problèmes où l'enfant n'arrive pas. Donc ça peut être perçu comme un petit écart. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut représenter ça, et c'est ce que je ressens souvent. Et ce que je veux proposer comme projet, et je ne sais pas dans quel cadre, mais c'est une proposition. Moi, ce qui m'intéresserait de joindre ou de fonder, je ne sais pas si ça existe déjà, un réseau interdisciplinaire pour la diagnostic de la dyscalculie.
Donc moi, je veux établir un réseau des chercheurs spécialistes praticiens qui se mettent autour d'une table pour discuter, mais qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos idées, pourquoi vous faites ça, comment ça traduit ça en termes cognitifs, les termes cognitifs, comment ils se traduisent en termes de ce que vous testez là. Donc ça, c'est l'idée d'un échange bidirectionnel, dans les deux sens, ou tridirectionnel, si on a 3 parties. Ça dépend de vous, comment vous, dans quel camp vous vous mettez. Ça me permettrait aussi de faire un état de l'art. Donc, quels sont les outils qui existent, quels sont les outils qui sont vraiment actuellement utilisés à l'école. Ça me permet, moi, de transmettre aussi quelles sont les idées que nous avons, les chercheurs, quels sont les paradigmes des tests que nous utilisons et pourquoi. Par exemple, le test qu'on développe avec Arnaud Vier-Rouge sur les principes de comptage, ça peut être intéressant. Quels sont les outils existants? Qu'est-ce qu'il y a? Et l'idée, c'est d'établir une batterie diagnostique à la fin, donc une batterie qui est homogénéisée, parce que j'ai l'impression que chacun fait un peu à sa manière. Donc l'idée, c'est de homogénéiser, d'avoir une batterie qui est appliquée par tous ceux qui font partie de ce réseau, pour évaluer des déficits spécifiques au domaine et génériques, donc au-delà de la mathématique, parce que c'est quand même, il y en a des domaines qui sont importants. Pour les praticiens, ça peut être l'outil de mieux cibler l'intervention. Encore, je reviens vers le test de comptage, là, de cibler peut-être un principe qu'on a identifié, où l'enfant il a du mal. Ça peut être informatif. Pour les chercheurs, ça peut être l'idée de créer une base de données avec un échantillon considérable, parce que c'est aussi une difficulté que nous avons. La dyscalculie, ça touche 5% environ de la population. Donc, pour identifier un échantillon de 25 enfants, il faut déjà tester un nombre considérable. Et c'est souvent pas très facile pour nous de le faire autant que petit labo. Donc, et cette idée de joindre plusieurs labos, ça n'a pas été, ce n'est pas encore la pratique qui est répandue dans notre domaine. Multi-center. Et à la fin, c'est pour aussi décliner les notions théoriques en termes pratiques, et vice-versa, et établir des critères psychométriques in fine pour vraiment avoir un test qui peut être utilisé, qui peut être accepté aussi par des psychologues, qui sont des fois un peu exigeants là-dessus. Donc c'est ça l'idée, et on peut en discuter maintenant. J'ai l'impression que quelque part, le workshop d'aujourd'hui, c'est déjà presque une ébauche de réponse à votre dernière diapositive. Donc moi, je suis partant. Enfin, je ne vais pas parler que pour moi. Pour vous donner un peu une idée, sur la région Occitanie, tous les ans, on reçoit entre 3500 et 4000 enfants avec un trouble du neurodéveloppement dont on affine le diagnostic avec des équipes de second recours pluridisciplinaires, avec orthophonistes, neuropsychologues, psychomotriciens. On est dans une approche assez globale de l'évaluation des différentes fonctions cognitives de l'enfant d'un côté et de la définition de la réponse aux besoins. Donc ce que vous me racontez là, si ça n'existe pas ailleurs, je pense que vous avez un très bon terrain d'essai et merci d'être venu en tout cas. C'est super d'entendre ça. Et alors, ça m'intéresserait déjà de savoir quels sont les outils que vous utilisez. C'est assez simple, c'est le Zarekier, l'Examat grand, l'Examat et le Tedimat grand. Ouais. C'est les 3 qui sont actuellement utilisés. Ouais. Ouais. Pardon ? Oui, l'Examat petit, oui, voilà. En gros, c'est les 3 grandes batteries avec leur tranche d'âge que l'on utilise. Elles sont clairement perfectibles, mais j'ai plein de gens qui y connaissent infiniment mieux que moi. Oui. Je ne suis qu'un pédiatre, donc je ne parlerai pas là-dessus. Des questions? Merci Arnaud. Donc Anne l'a fait. Donc j'ai un petit conflit d'intérêt puisque je suis une des co-autrices des Examats. Alors déjà, commentaire, si jamais, avec une co-autrice, on a déjà fait des recensions systématiques des outils d'évaluation qui sont utilisés en français, donc je t'enverrai les papiers, auprès des cliniciens, pas auprès des chercheurs.
Donc Ouais. il y a encore plein de travail à faire, mais au niveau des outils qui sont commercialisés ou diffusés. Ma question, c'est qu'aujourd'hui, les orthophonistes sont plutôt en charge du diagnostic de la dyscalculie au niveau de ce qui relève du nombre, du raisonnement, et l'évaluation plutôt inhibition, fonction exécutive, etc., ça relève plutôt des neuropsies. Et donc ma question, elle est plutôt pratique sur l'outil que vous envisageriez de construire à terme. Est-ce que ce serait un outil avec une partie pour les orthophonistes, une partie pour les neuropsies, un outil global, parce que sur le plan de la faisabilité, c'est quand même deux professions qui se marchent un peu dessus, avec des conflits, sans rentrer dans des discussions politiques. Et bref, il y a un terrain d'entente évidemment sur ce sujet-là, mais voilà, je voulais t'entendre sur cette question-là. Est-ce que vous avez déjà un peu réfléchi à Est-ce ça? qu'ils se parlent, ces deux? Ah oui, je suis plus clinicienne aujourd'hui, donc je ne veux pas trop parler pour mes collègues, mais j'imagine que oui, il y a des orthophonistes et des psychologues qui se parlent. J'espère. Ouais. Vous me confirmez? Parce qu'en fait, ma question subsidiaire derrière, c'est que souvent, moi, j'ai des collègues orthophonistes qui vont me dire en fait, j'ai utilisé ce test, mais il a déjà été utilisé par un psychologue, ou inversement, des psychologues qui vont me dire j'ai utilisé ce test, mais en fait, il y a déjà des orthophonistes qui ont fait ce test sur l'inhibition. Et donc, en fait, on biaise le test, l'enfant a déjà fait le test il y a 3 semaines. Et donc, c'est sur cette question-là que... Voilà. Donc, ils ne se parlent pas suffisamment. Et l'idée, c'est pas qu'il y a un seul qui va tout faire. L'idée, c'est d'avoir une globalité de toutes ces facettes que j'ai présentées pour mieux identifier à la fin qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, c'est ça l'idée. Ce n'est pas l'idée qu'une seule personne fait tout. Et donc je pense qu'effectivement, dans le projet, j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des praticiens. Ça, cette idée de réseau, elle est, à mon avis, hyper intéressante. Oui, mais il y a cet écart avec les chercheurs qui sont en dehors de ces cercles, qui ne savent pas ce qui est fait et qui cherchent à expliquer les origines de la dyscalculie. Et c'est là où je trouve que il faut améliorer ça. À raccrocher. Merci pour cette présentation et le devenir de ce projet. Chercheurs, praticiens, et entre les deux spécialistes, qui sont-ils? Alors, l'orthophoniste, je mets dans le camp de praticiens. Oui. Spécialiste, c'est tout ce qui est éducation nationale, par exemple. Voilà. Donc, oui. Je te laisse courir là-haut. Ah, voilà. Non, je vais passer là-haut. Merci André. Je vais te poser deux questions. Une qui est plus théorique, recherche, et puis l'autre un peu plus liée à ça. La première, c'est sur l'inhibition. Donc, dans ton premier aspect, tu as mesuré d'ailleurs l'inhibition avec des aspects qui ne sont pas numériques en soi, avec des tâches qui sont classiques d'inhibition, voilà, etc. Dans le deuxième aspect, par contre, l'inhibition, tu la mettais dans des aspects numériques. Dans le module. Ouais, oui. Voilà, c'est ça. Et donc ma question, qui est vraiment purement de chercheur, c'est est-ce que tu vois une différence entre une inhibition qui est mesurée extra-numérique ou une inhibition qui est mesurée dans le domaine numérique? En d'autres termes, est-ce qu'il y a un domaine spécificité à l'inhibition, en fait? Est-ce que, par exemple, si tu penses entraîner l'inhibition avec des aspects numériques, est-ce que tu vas imaginer un transfert sur d'autres choses? Parce qu'on peut voir plus cette optique-là, par exemple, si on entraîne l'inhibition d'un extra-numérique. Et donc là, l'idée en général, les chercheurs, c'est de dire que ça va développer sur plusieurs aspects. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, pour être un peu liée à ça, c'est si tu vois un lien entre donc ce que tu fais avec Evidence B et ces dispositifs un peu automatisés, etc., et le diagnostic de la dyscalculie. Est-ce que tu vois un rôle, en fait, pour ce type d'outils qui ont un avantage dans la standardisation, c'est aussi une question que je vois là. J'ai un peu du mal parfois à voir dans ce type d'outils, c'est des questions qu'on se pose aussi, nous, quand on fait ça, sur comment faire intervenir le praticien.
souvent, c'est des outils qui sont pensés pour être en boucle fermée entre l'enfant qui utilise l'outil et le feedback qu'il va avoir de la tablette ou de l'ordinateur, etc. Et souvent, on pense à ça sur, OK, donc on va amener l'enfant à faire ce type de tâche, etc. À quel moment intervient un extérieur, qu'il soit enseignant, praticien, etc. Peut-être que ce n'est pas l'objectif, mais du coup, tu vois, c'est un peu lié à ça. Ça a du sens, ouais. Oui. Alors, première question. Le transfert est toujours très difficile et avant de connaître mes propres résultats, j'aurais dit que oui, il y a cette capacité d'élimination qui est assez générale. Maintenant, connaissant mes résultats, je dirais oui, c'est plutôt l'intérêt de rester dans un domaine, parce que je vois déjà là que c'est plutôt pas un facteur latent qui émerge. Inhibition, c'est pas un truc homogène. Inhibition, c'est vraiment ça se décline en fonction de la tâche. Donc, si on veut l'utiliser ou capitaliser sur l'inhibition pour améliorer, pour jouer dans le domaine de mathématiques, il faut aussi rester dans le domaine de mathématiques. C'est la première réponse. Deuxième réponse, l'outil de Evidence P était fait pour l'école, pour supplément, comme un supplément, pas pour remplacer. Et ça vient avec un tableau de bord pour les enseignants où ils peuvent voir le progrès de chaque enfant et reboucler avec l'enfant sur ça. Donc, targeter aussi un peu, bon, tu as du mal là, tu n'as pas progressé là, on va travailler plutôt sur ça que d'autres choses. Là, tu es très bien, tu réussis très bien. Donc ça, c'est le rôle d'enseignant. Est-ce que ça peut être utilisé pour la remédiation? Je ne sais pas. Déjà, je ne sais pas si ça marche tout court. Donc je ne veux pas dire que oui, ça, on va utiliser ça maintenant. Je suis trop prudent de faire ça. Je ne sais pas. Oui, bonjour, Aurélie Chenet. Moi, je suis enseignant-chercheur, didacticienne des mathématiques. Et ce que vous avez présenté là est un peu éloigné de mon champ de recherche, donc je vais avoir plutôt une question assez naïve. Vous avez commencé votre présentation en disant tout le monde sait définir la dyscalculie. Ma question, elle serait comment vous la définissez, justement, et comment vous mettez la frontière entre la dyscalculie dont vous dites qu'elle toucherait 5% des enfants et la difficulté scolaire ordinaire, on va dire, et notamment parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires pour moi. Par exemple, là, quand vous venez de parler du complément, du fait que ça arrivait comme supplément à l'école, est-ce que c'est uniquement pour des enfants qui sont diagnostiqués par ailleurs comme dyscalculiques ou plus que ça? Voilà. Alors, la dyscalculie, souvent, c'est défini comme trouble de résolution de problèmes mathématiques, compréhension des nombres. Au-delà, enfin, isolé dans des difficultés généraux d'apprentissage. Donc, ça touche plutôt seulement le domaine de mathématiques et pas d'autres domaines. Donc, voilà, c'est ça la définition. C'est là aussi où ça devient un peu difficile. Et c'est là aussi qu'on a un peu de mal d'expliquer certaines comorbidités. Par exemple, il y a une forte comorbidité avec tout ce qui est dyslexie. Et quand on regarde un peu les modèles des deux, il n'y a pas un grand chevauchement des notions théoriques qui pourraient expliquer la dyslexie d'un côté et la dyscalculie de l'autre. Donc là, c'est quelque chose qui me dérange. Comment expliquer cette comorbidité si les causes, les origines sont si différentes? Et la deuxième question, c'était vraiment une application qui était pour tous les enfants dans une classe qui voulaient y participer. Donc, ça a été distribué en France. J'ai un grand nombre d'écoles qui voulaient y participer. Et donc, dans ces écoles-là, toutes les classes qui voulaient participer, tous les enfants faisaient ça. Ce n'était pas ciblé pour des enfants qui avaient du mal. Maintenant, après, ils sont en train de décliner ça pour cibler un peu plus les enfants qui ont du mal. Mais ça, c'est en cours. Une dernière question. Vous êtes très disciplinés, les orateurs. Allez, il y a encore une question possible. On est très bien dans les temps, donc vous aurez encore plus de temps pour le café tout à l'heure après la dernière intervention.
et je monte en essayant de ne pas tomber. Merci beaucoup. Donc moi, c'est Marianne Cotin, je suis doctorante. J'avais juste une question assez naïve. Je ne vous entends pas. Ah, pardon. Est-ce que c'est mieux? Un peu. Un peu? Ok. Du coup, je disais, moi, c'est Marianne Cotin, je suis doctorante. J'avais une question par rapport à votre réseau interdisciplinaire, assez naïve. C'est est-ce que vous pensez à terme impliquer aussi les parents dans ces échanges, du coup, peut-être tri- ou quadridimensionnels? Est-ce que vous pensez que ça peut être utile à votre réseau? Pas dans un premier temps, non. Je ne sais pas faire deux choses à la fois. Donc je descends et je parle une fois arrivé. Merci beaucoup. C'est vraiment une belle ouverture sur l'avenir. Ça nous parle beaucoup à nous, cliniciens.